Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons nous pencher sur les chiffres communiqués par le Snap. Donc ce sont les chiffres de cette année, donc 2019, donc rapport 2018, sur la vente de musique dans le monde. Et en lisant ce rapport, j'ai trouvé intéressant qu'on se penche un petit peu ensemble dessus. Donc, après le visionnage qui va être bien entendu cette fois-ci très passionnant, puisque en chiffres, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et donc, on se retrouve comme d'habitude après le jingle pour ce rapport du Snap et de l'IFPI. Voilà, à tout de suite. Ok, donc je suis tombé, alors vous allez voir, j'ai mon ordinateur en face de moi et je vais donc vous montrer un rapport paru par, que j'ai trouvé sur le site du SNAP. Donc le SNAP est le syndicat national de l'édition phonographique, donc c'est un petit peu le centre de toute la profession de la musique. Donc vous pouvez aller faire un tour, là voilà, je suis sur le site, donc syndicat national de l'édition phonographique. Vous avez les classements de vente d'albums, donc vous pouvez trouver des chiffres, vous pouvez trouver tout un tas de statistiques, tout un tas de chiffres sur l'industrie. Donc c'est assez intéressant, j'aime bien aller y faire un tour de temps en temps. Vous avez d'éléments pour avancer dans votre projet, dans vos parcours. Donc c'est toujours bien un petit peu à un moment donné de faire référence à des chiffres. Donc sur le site du Snap, j'ai trouvé le rapport mondial 2018, donc le rapport de l'IFPI qui fait état des chiffres mondiaux sur la vente de disques 2018. Donc j'ai commencé à le regarder et je me suis dit que c'était intéressant de faire un espèce de débrief dessus. Donc l'IFPI est un organisme qui, je lis, représente et assure la promotion de l'industrie de la musique enregistrée dans le monde. Donc elle rassemble environ 1300 labels et les major compagnies. Et donc en France, elle est représentée par le SNAP. Donc nous allons donc voir ensemble ce rapport qui me paraît assez intéressant. Et donc, puisque voilà, en tombant dessus, je me suis dit, je vais pouvoir un petit peu refaire ma vision concrète des chiffres du marché et voir un petit peu si ce que je raconte, je dis pas trop de conneries et qu'est-ce que je peux en tirer. Voilà, donc l'IFPI est présidé par Placido Domingo, qu'on ne présente plus. Donc voilà, il fait son petit speech. La plaquette est très bien faite. Je la déroule en même temps devant vous. Donc voilà, donc les premiers chiffres qui tombent sont assez intéressants. Donc déjà, on voit que le marché de la musique est en forte hausse, alors que voilà, on parle depuis des années que le marché est en baisse, mais on voit qu'on a plus 9,7% de progression du revenu global, donc c'est indiqué ici, et que le streaming représente plus de 32,9%, donc une hausse du streaming. Donc les abonnements ont eu une progression de plus 32,9%. Donc, ce qui veut dire que on a une baisse, donc là on voit baisse des téléchargements de moins 21,2%, et on a une baisse malgré tout encore de 10% des ventes physiques. Et donc le streaming représente pratiquement 47%, je dirais, du chiffre d'affaires global de ce business. Donc on est... on le voit, on a, alors j'ai pris des petites notes, voilà, on a une tendance qui est que les ventes même en téléchargement baissent très fortement, et c'est le streaming qui est en train de prendre la part d'un petit peu de tout. Donc, ce
qui n'est pas forcément, je dirais, encourageant, je trouve, puisque on sait très bien que le streaming, et aujourd'hui, on a deux principales plateformes de distribution, donc Deezer et Spotify. J'en parle régulièrement sur ma chaîne. Voilà, je ne suis pas très favorable à ça, puisque on a quand même une part de rémunération qui est très très faible pour les artistes et les producteurs indépendants. Voilà. Donc, on va continuer un petit peu à avancer dans ce rapport. Donc, on a le Chief Executive qui nous dit que la langue chantée n'est plus un obstacle pour conquérir le public au-delà de ses propres frontières. Donc ça, c'est plutôt très encourageant. Et ce qui va dans une logique de globalisation des marchés. Donc avec des fans qui accèdent sur chaque territoire à la musique grâce à un réseau de services et de formats en constante évolution. Super. Hein, donc j'apprends en tout cas que pour la 4e année consécutive, c'est l'Amérique latine qui est numéro 1 des marchés dans le monde, et l'Asie qui devient un acteur majeur. Donc voilà, on va voir un petit peu, donc ça c'est très intéressant parce qu'on va voir un petit peu dans la suite pourquoi. Donc les classements mondiaux, voilà, donc on a donc le top 10 mondial artiste de la musique enregistrée en 2018. Donc en numéro 1, on a Drake. En numéro 2, on a BTS, donc c'est pas une formation, hein, vous avez compris, c'est un groupe de K-pop. Hein. En 3, on a Ed Sheeran. En 4, on a Post Malone, donc moi que j'ai découvert à ce moment-là, donc je suis allé regarder un petit peu et voilà, donc j'ai découvert cet artiste. En 5, on a Eminem. En 6, on a Queen. En 7, on a Imagine Dragon. En 8, on a Ariana Grande. En 9, on a Lady Gaga. Et en 10, on a Bruno Mars. Alors, moi, personnellement, je trouve ça plutôt pas mal, quoi, comme classement. On a malgré tout des artistes de qualité. Voilà, Drake, on aime ou on n'aime pas le style, mais Drake, dans son style, fait de la musique de qualité et est réputé. Donc, voilà. Pour ce qui est de BTS, bah, voilà, donc là, c'est du phénomène World Band, hein, donc, Boys Band, pardon. Donc, ça, c'est vieux, c'est très vieux comme phénomène. Donc, bon, voilà, on a encore ça. Ed Sheeran qui caracole un petit peu en tête. Je crois qu'aussi il fait partie des artistes qui ont le plus de revenus en termes de tournée. Donc voilà. Donc Post Malone, moi que j'ai découvert là, que je suis allé voir. Donc je suis allé voir ses clips. J'ai pas super aimé dans le style, mais après donc je l'ai vu avec les Red Hot Chili Peppers. Je l'ai vu chanter des trucs juste en acoustique, donc sans l'autotune, sans tous ces effets. Et donc le mec, voilà, semble être un véritable artiste. Donc bon, plutôt bien. Bon, Eminem, content de le voir dans les classements, ça fait plaisir. Queen, bon bah on sait très bien à quoi c'est dû. Et Imagine Dragons, donc un groupe voilà, de pop rock qui depuis des années fait son chemin et qui prend une place de plus en plus importante sur les charts. Donc tout ça c'est bien. Lady Gaga, Bruno Mars, bon, enfin pour moi des artistes que je n'écoute pas au quotidien, mais pour qui j'ai du respect et qui sont des grands artistes. Voilà, donc on voit ensuite donc, sur le top 10, donc, je vais passer un petit peu rapidement, donc, on a les classements donc, de singles et d'albums. Donc voilà, on retrouve Drake, on retrouve Ed Sheeran, on retrouve Maroon 5 pour les singles. Après, il y en a que sincèrement que je ne connais pas. Sur les ventes d'albums, donc c'est pareil, on a Queen, on a The Greatest Showman, on a BTS, donc forcément avec 2 albums. On a Lady Gaga et on a notre Johnny Hallyday mondial. Donc voilà, ce qui est en fait assez fort dedans, dans ce classement, c'est que c'est les volumes de vente, voilà, donc en millions d'unités, équivalent en vente. Alors ils ont changé beaucoup de choses dans les comptes, puisqu'avant on comptabilisait que les ventes physiques d'albums. Donc maintenant sont comptabilisées donc les ventes physiques d'albums, les téléchargements et les streamings.
Donc ça fait un espèce de... Bref, et c'est surtout les chiffres qui sont dérisoires, quoi. Bon, Johnny Hallyday, il a 1,7 million, et le plus gros, c'est 3,5 millions, ce qui est que dalle, quoi. Ce qui est que dalle. Au niveau du monde, back in the day, comme on dit, dans les années 90 et début des années 2000, avant la crise du disque, les artistes qui vendaient, je pensais à Madonna ou des artistes voilà, qui tapaient les numéros 1, ils étaient à 30, 50, 60 millions d'albums, ou en tout cas au moins à une dizaine, à une vingtaine. C'est-à-dire que, pour vous dire, Cabrel, rien qu'en France, quand il sortait un album, ben voilà, c'était de l'ordre de 2 millions, 2,5 millions, quoi. Donc au niveau du monde, les ventes étaient beaucoup plus importantes, sachant que là, en plus, on comptabilisait les téléchargements, mais aussi une partie des streamings. Donc, ça montre que malgré tout, on est dans des proportions très basses. Alors, on ne va pas faire constamment état du passé, mais voilà, donc c'est quand même une industrie qui s'est beaucoup resserrée. Alors, on va continuer à avancer dans le rapport, mais on a quand même beaucoup d'éléments qui, là, moi, me surprennent. Et ma première réaction, voilà, ça a été ces volumes de vente là, qui me paraissent au final, voilà, quand Pink ou Eminem ne vend qu'1 million d'albums, je pense que si on fait une recherche rapide de Eminem, je ne sais pas combien, voilà, discographie d'Eminem, on va ouvrir et on va regarder ce qu'il a vendu. Alors, voilà, 32 millions. Donc The Marshall Mathers, qui est sorti le 23 mai 2000, il en a vendu à aujourd'hui 32 millions. Mais donc les classements aux États-Unis, voilà, il était numéro 1. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et il est maintenant à 1 million, sachant que son précédent, The Marshall Mathers, numéro LP2, qui est sorti en 2013 et qui n'était pas un énorme succès, a fait 6 millions. Là, on est à 1 million. Donc, bon, je pense que dans le temps, il va faire un petit peu plus, mais voilà, ça ne va pas être énorme. Donc, on a des chiffres en augmentation, mais je pense qu'on est tombé tellement bas que voilà, ça y fait. Et le changement aussi le changement sur la manière de comptabiliser les ventes fait aussi beaucoup, et donc forcément à un moment donné on revient en progression, hein. Ça c'est un petit peu le truc. Voilà, donc ensuite donc on va rentrer dans le marché mondial de la musique enregistrée, donc la dynamique de certains marchés moteurs de la croissance mondiale. Alors voilà, le marché affiche une hausse de 9,7%. Donc, comme on l'a vu, le streaming, c'est 37% du chiffre d'affaires aujourd'hui, donc c'est colossal. Voilà, c'est énorme. Donc, comme j'ai dit, l'Asie et l'Amérique latine, donc, qui sont dans les numéros 1. Alors, les droits d'auteur et droits voisins de la musique doivent être reconnus et respectés. Super, merci. Donc la musique écoutée et appréciée sous les formes de plus en plus variées doit être estimée à sa juste valeur. Donc là, c'est le problème aujourd'hui vraiment des réseaux de distribution, c'est faire en sorte comment on rémunère les ayants droit, comment on rémunère, je dirais, les artistes, comment on rémunère les producteurs. Donc ça, juridiquement, c'est très compliqué, ce qui était plus simple avant, mais là, voilà, aujourd'hui, on est encore là-dedans. Alors là, ce tableau-là, qui est très intéressant, voilà, on parle donc de 2000, où on avait, donc là, en rouge, vous aviez les ventes physiques, et donc à partir de 2005, on voit l'arrivée des ventes numériques, et à partir de 2012, l'arrivée du streaming. Et donc, on voit la prépondérance, je dirais, du streaming aujourd'hui dans
dans les chiffres, avec bon, des droits voisins qui restent un petit peu identiques, mais qui augmentent un tout petit peu. Donc on va voir après ce que sont les droits voisins, et donc avec une part des ventes physiques aujourd'hui complètement dérisoire. Voilà, ça c'est l'état du disque aujourd'hui. Donc les top marchés, donc on voit que la France est 5e, États-Unis premier, et donc vous avez, je vais passer puisque on a quand même beaucoup de choses à voir. Donc ça c'est 58%, c'est le numérique dans la part du chiffre d'affaires global. Donc numérique, ça représente vraiment et le streaming et les ventes physiques. Donc voilà, c'est assez important. Donc ça maintenant on le sait que le physique est aujourd'hui n'est plus prépondérant, et on a 255 millions d'utilisateurs d'abonnements payants. Voilà. Donc 255 millions, c'est énorme, et on comprend pourquoi l'accent est vraiment mis là-dessus. Ok, donc voilà, on continue à dérouler. Ils sont beaux, ils ont les cheveux de couleur, ils me font envie, vraiment, je les envie. Alors, les chiffres par mode d'exploitation, donc on a les revenus du numérique donc en hausse de 21%. Donc on a voilà, donc 59% des revenus mondiaux de la musique enregistrée sont représentés donc par le numérique. Le streaming donc qui est prépondérant. Les téléchargements, comme on l'a vu, sont en baisse. Donc les téléchargements, c'est l'achat de musique en ligne. Donc c'est l'abonnement payant qui aujourd'hui est le modèle économique le plus important. Voilà. Donc les ventes physiques, elles chutent, à l'exception du vinyle qui est toujours en hausse de 6%. Donc là, on est sur du marché niche. On est vraiment sur du marché particulier. Donc ça, ce sont des choses qui continuent à fonctionner. Les droits voisins, c'est l'utilisation de la musique, donc en radiodiffusion, en sonorisation. Donc ça, ce sont des choses qui continuent d'augmenter. On a en effet de plus en plus d'événements. La musique est malgré tout consommée, donc elle est consommée aussi dans des stades, elle est consommée aussi à des fêtes, elle est consommée aussi en radio, elle est consommée aussi sur des sites internet. Donc voilà, ça c'est les droits voisins qui génèrent des droits quand les ayants droit sont bien répertoriés. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est toujours en hausse, ce qui paraît logique. Et la synchro, c'est l'utilisation de musique sur des programmes, sur de l'image, sur des jeux, sur voilà, des émissions télé. Donc ça, c'est des choses aussi en hausse, ce qui est plutôt, je dirais, bon signe. Voilà. Donc, on va passer un petit peu sur le chiffre par région. Donc, l'Asie et l'Australasie, voilà, je découvre ce terme. Donc, pratiquement plus 12% de progression, de croissance. Idem l'Amérique latine, pratiquement 17% de croissance. L'Europe est à peu près stable, voilà, donc pratiquement une non-croissance. Et l'Amérique du Nord, 14% de croissance. Donc l'Amérique du Nord reste le premier marché dans le monde, ce qui est, je dirais, plutôt bien. Alors, ce que j'ai relevé, donc l'Allemagne est le seul marché européen à avoir son chiffre baissé, donc moins 10% sur le marché allemand, ce qui est quand même important. Alors il parle du fait de la transition plus lente des ventes physiques vers l'exploitation numérique. C'est vrai que les Allemands ont toujours été de gros consommateurs de CD. Ils sont restés très longtemps. Donc pendant des années, ils ont soutenu un peu la croissance, enfin en tout cas le maintien du CD, puisqu'ils ont toujours été portés vers le support physique. Et je pense que donc la transition vers le numérique ou l'abonnement est moins dans leur culture. Voilà, les revenus du streaming ont malgré tout augmenté en Europe, tandis que les ventes de physique fléchissaient. Voilà, bon. L'Amérique du Nord,
plus 14,2, donc inférieur à 2007, donc une croissance moindre. Donc voilà, c'est les leaders avec une structure de revenus dominée par le numérique, ce qui représente le numérique dans la part du business aux États-Unis, 74%. Donc c'est assez important. Voilà. Donc ensuite, on a toute une partie sur les marchés en développement. Donc j'ai pris quelques notes qui pourraient être intéressantes. Donc voilà. Donc là, on a un petit peu des points de vue de gens chez Universal, chez Warner, dans des grosses maisons comme ça. Donc là, désormais, nous disposons d'une organisation très développée pour analyser les tendances des consommateurs à l'échelle internationale, pour comprendre comment nos artistes peuvent interagir avec des publics différents marchés. Voilà, comment écoutent-ils de la musique, quel est le profil de nos artistes dans tel ou tel pays. Voilà, donc là, on est vraiment dans du discours. Voilà, ce que j'ai noté, la musique comme bien de consommation courant et global. Donc là, c'est vraiment une analyse, vous allez voir, très globale. Donc voilà, les musiques voyagent partout, qu'importe la langue chantée, donc ça c'est plutôt bien. Et c'est vrai que le streaming et ce genre de méthode de moyen de communication, de véhicule de la musique le permettent. Donc c'est malgré tout un point positif. Donc l'objectif c'est de musique locale, arriver à en faire des musiques à l'échelle mondiale. Donc voilà, c'est un peu le discours que l'on a dedans. L'objectif pour les maisons de disques aujourd'hui, c'est d'arriver à faire péter à l'international des artistes locaux. On les comprend, puisque en plus, la langue, visiblement, devient moins une barrière à la consommation de par le streaming, de par ces moyens de consommation actuels. Alors bon, je vous passe un petit peu tout ça. Alors, les maisons de disques travaillent avec les services de streaming pour faire grandir ces marchés en développement, notamment en encourageant les consommateurs à adopter le streaming par abonnement. Bah tiens, ouais, là on est tout à fait dans ce qui est pour moi un des cœurs du problème, c'est que voilà, les maisons de disques ont mis les mains sur les sociétés de streaming, donc Deezer et Spotify. Et donc, elles ont tout intérêt à ce que le business se fasse par ce vecteur-là, puisque ça leur permet de pouvoir contrôler. Et puis, ça permet aussi de payer les artistes beaucoup moins, les producteurs beaucoup moins. Et donc, c'est un frein supplémentaire, je dirais, à l'indépendance et à l'arrivée, je dirais, d'artistes un peu nouveaux sur le marché. Donc voilà, c'est un moyen de concentrer. Ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas oublier que, je dirais, la part des maisons de disques aujourd'hui, donc j'ai pris des notes, donc Universal Music Group, c'est 39%, Sony Music, c'est 21,5%, et Warner Music, c'est 11,3%. Voilà, donc ça, en gros, sont les trois grosses majors aujourd'hui qui tiennent le business. Ce qu'il faut savoir, c'est que back in the day, il y avait en plus, il y avait EMI, donc qui n'était pas des moindres maisons de disques, plus c'était les maisons de disques des Beatles, des Queen et de tout ça, voilà, qui a été racheté, avalé par Universal. Il y avait BMG en plus, donc BMG qui était une major allemande, si je ne dis pas de bêtises, oui, qui faisait partie du groupe allemand, BMG, donc c'est un groupe de presse qui a été racheté par Sony dans les années 2000 ou début des années 2010. Et donc, on avait encore, back in the day, on avait Universal, parce qu'à la base, Universal est apparu dans les années, fin des années 90, qui était une petite major, qui faisait vraiment du spé, et qui avait notamment le label Geffen, où il y avait Interscope, enfin tout un tas de musiques un peu underground, mais qui ont pété vraiment dans ces années-là. Et moi, je me souviens en France, j'étais représentant EMI, et donc Universal était à l'époque, c'était Barclay, enfin pardon, excusez-moi, c'était Polygram, Polygram. Et donc Universal, en fait, ce qui est drôle, c'est que Universal, qui était une petite major, a avalé la plus grosse maison de disques. Voilà,
par tout un tas de montages financiers et tout ça. Bref, donc Universal, qui était la plus petite, est devenue la plus grosse en ravalant Polygram. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on avait quand même une multitude, enfin, on avait plusieurs majors, et donc le business était plus ample. Aujourd'hui, on en a 3, et les 3, en fait, détiennent tous des parts dans Deezer et notamment dans Spotify. Donc, en faisant un peu de recherche, j'ai vu que en 2018, donc il n'y a pas très longtemps, il y a Warner qui a cédé ses parts de Spotify donc pour 500 millions de dollars. Et suivi, alors avant, c'était en mai 2018, Sony a cédé ses parts de Spotify pour 750 millions. Et en août, c'est Warner qui a cédé pour 500 millions. Donc, il y a une concentration. Les majors, en fait, ont pris des parts dans ces boîtes-là parce que, en fait, c'était leur moyen de pouvoir ouvrir leur catalogue. Et donc, ça a été un deal qui était vraiment gagnant-gagnant pour eux, mais qui ne l'a pas été forcément pour les artistes. Et donc, là, dans ce rapport, on voit, bah oui, les maisons de disques travaillent main dans la main avec les sociétés de streaming. On comprend aussi pourquoi. Alors voilà, nos artistes décident souvent de chanter en anglais pour réussir à l'étranger, mais ce n'est pas leur langue maternelle et il est impossible pour eux de rivaliser avec les artistes occidentaux sur ce terrain. C'est aussi aujourd'hui le fait que il y a de plus en plus d'artistes qui gardent leur langue maternelle et qui même peuvent faire un mélange d'anglais et de leur langue pour péter à l'étranger. Nous, en France, on le voit bien avec Stromae, enfin qui est belge, mais et Christine and the Queen, qui sont des artistes français qui ont aujourd'hui un rayonnement international qui est assez nouveau. Alors voilà, Warner ouvre en 2018 un bureau Moyen-Orient qui couvre 17 territoires. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Les marchés Moyen-Orient étaient des marchés dans lesquels les maisons de disques n'allaient pas trop. Il y avait des petites structures locales, puisqu'il y avait beaucoup de piratage. Il y avait beaucoup de black market. Moi, je me souviens, voilà, quand je travaillais dans le disque, c'était des choses sur lesquelles, ces marchés-là, les maisons de disques étaient peu présentes parce que c'était des investissements qui n'étaient pas rentables. Et donc, il y avait beaucoup d'artistes qui marchaient dans ces pays-là, après, qui étaient signés bien souvent sur des maisons de disques, sur des labels, enfin sur des majors européennes, type française notamment, pour des artistes africains. Et sinon, ils travaillaient en indépendant. C'était très j'allais dire amateur, mais c'est pas le mot, mais voilà, il n'y avait pas les grosses structures. Aujourd'hui, le fait que la consommation par le streaming se développe, ça leur permet de pouvoir sécuriser forcément le marché noir, et donc les maisons de disques commencent à aller forcément dans ces pays, ce qui est plutôt quelque chose de positif, parce que ça permet de développer la musique de ces régions, mais aussi la raison pour laquelle je pense qu'ils le font aujourd'hui, c'est qu'il y a un meilleur contrôle pour les maisons de disques de leur catalogue par rapport au piratage. Donc forcément, ils veulent absolument le développer. Alors, voilà, le truc qu'on sait, hein, on sait de plus en plus, c'est que aujourd'hui tout est, je regarde mes notes, tout est possible aujourd'hui. On a soit de la chance, soit on a du travail, mais la musique aujourd'hui peut on a les outils, on a les moyens en tant qu'artiste de pouvoir communiquer à l'étranger. Alors forcément, c'est beaucoup plus facile quand vous êtes sur une maison de disques, mais c'est faisable. Alors vous avez des success stories, pardon, donc c'est Aya Nakamura, donc on connaît bien en France. Donc voilà, le travail des maisons de disques est indéniable pour développer les artistes. Mais il ne faut pas oublier, voilà, quand on lit cette success story, quand on lit, c'est un peu grâce à Warner. Je pense que c'est un peu grâce à l'artiste. Et je pense que l'artiste a démarré un petit peu toute seule à la base et a été, je dirais, signé chez Warner quand les choses ont quand même déjà démarré. Donc voilà, Jaja, le titre de Aya Nakamura, c'est quand même 190 millions de streams et 315 millions de vues en vidéo.
Donc c'est quand même assez important. Donc après, il nous parle de George Ezra. Donc voilà, je vais passer. Après, il y a J Balvin, je connais pas. Enfin, je suis allé écouter, voilà, je connais pas. La valeur ajoutée des labels, donc là, c'est le point qui est, que je trouve important. C'est que voilà, l'impact le plus évident que la croissance a généré par le streaming a eu sur les maisons de disques, c'est de nous avoir permis d'être plus offensifs dans nos investissements, notamment dans tous ceux qui concernent directement l'accompagnement des artistes. Alors voilà, là c'est un petit peu le point où j'en viens, l'ère de l'investissement. Et ici, dans ce rapport, ne vous méprenez pas, on ne parle que des labels majorisés. Je l'appelle majorisés, c'est-à-dire qu'on ne parle que des majors. Voilà. Et maintenant, elles sont 3. Donc, quand on vous dit la valeur ajoutée des labels, c'est un petit peu se foutre un peu de la gueule du monde, dans le sens où on parle, oui, on parle de majors. Voilà. On ne parle pas de labels, on ne parle pas de labels indépendants. Donc, on parle que d'artistes, voilà, qui sont sur des majors. On ne parle pas du reste, sachant que aux États-Unis, le business de la musique indépendante serait en passe de dépasser le business de la musique des artistes sur des majors. Voilà, donc c'est un chiffre que j'ai vu, c'est une tendance vraiment actuelle. C'est aussi pour ça qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de petites sociétés de production, de labels indépendants et de studios indépendants qui travaillent, parce que voilà, il y a un vrai marché autour de ça, puisque voilà, les indépendants se sont restructurés et se développent, ont accès au streaming, ont accès à plein de choses. Ok, donc il y a un fait aujourd'hui qui va peut-être changer la donne dans les 2 ou 3 années qui vont venir, c'est que Spotify veut ouvrir, enfin a ouvert déjà un Spotify qui s'appelle Spotify for Artists, et donc le but c'est d'ouvrir à n'importe quel artiste les canaux de Spotify, donc on ne serait plus obligé de passer par un agrégateur, donc par une société qui vous reprend, je dirais, des pions dessus. Donc Spotify propose un deal 50-50 avec les artistes en direct. Alors aujourd'hui c'est réservé, je crois qu'ils font un test qu'à une centaine d'artistes, donc ils ont sélectionné 100 artistes un peu importants, indépendants, et donc ils sont en train de tester ce modèle-là. Alors est-ce la raison pour laquelle Warner et Sony ont revendu leur part l'année dernière dans Spotify? Parce que voilà, donc dans ce rapport-là, à un moment on parle de voilà, que tout va bien, tout est beau, mais il y a quand même aujourd'hui une crainte. Donc il y a eu des articles là-dessus sur le fait que Spotify ouvrait, puisque ça peut être vraiment quelque chose qui va changer. C'est pas pour autant que je suis pour ce truc, mais en tout cas à voir ce qui peut se passer. Mais voilà, donc dans ce rapport-là, ils se forcément réjouissent du streaming, et voilà, que c'est l'ère de l'investissement. Alors je vous passe un peu le discours sur la passion pour ces artistes, le discours sur j'aime les artistes qui ont des convictions, voilà, donc c'est un petit peu comme je l'ai noté, voilà, tout ça est bien joli, les maisons de disques aiment leurs artistes à la folie, les hommes et les femmes sont dévoués aux artistes, voilà, on se croit un petit peu en Startup Nation avec le principe du ruissellement. Donc c'est un peu ce que je regrette sur ce rapport. Donc il y a des chiffres intéressants, mais on reste vraiment dans un côté un peu à l'ancienne, un peu old school sur les maisons de disques, sur ce fait que ben voilà, en fait, on a un peu l'impression que il y a que en passant par les maisons de disques, tout le discours est un peu orienté sur ça, sur voilà, les labels refont leur travail, les labels refont de l'investissement, ce que je nie pas ça, mais ça ne représente qu'une partie du business, et quid de l'autre partie, c'est-à-dire de la partie des vrais indépendants. Alors, donc ce discours est bien joli, mais c'est un peu ce qui m'a un peu agacé sur ce rapport de l'FP, c'est que voilà, on est un petit peu dans une brochure commerciale et pas vraiment dans un rapport de
ce qui se fait. Donc voilà, je nie pas que les labels, que les majors font du boulot, hein, font du job, mais pour être allé récemment à la SACEM et avoir discuté avec des gens de la SACEM, voilà, il s'avère que de plus en plus, les artistes indépendants ont une place de plus en plus importante dans le business, et donc que les maisons de disques, je dirais pas sont à la ramasse, hein, mais voilà, en tout cas en France, on sait très bien que y a beaucoup d'artistes qui tournent, qui ont une vie commerciale, qui créent des choses sans l'aide de maisons de disques, en étant vraiment des entrepreneurs, en se débrouillant, parce que les maisons de disques aujourd'hui, les majors, vont bien souvent récupérer les artistes quand il se passe déjà plein de choses, quand déjà tout le business a été fait, et que le vrai développement, comme ça se passait il y a plusieurs années, est de plus en plus compliqué, et donc il y a de moins en moins de budget. Voilà, quand on lit ce rapport-là, on a l'impression que voilà, qu'il y a du ruissellement, quoi. L'argent arrive, qu'on est retourné dans sur 10 artistes qui marchent, il y en a deux, enfin sur 10 artistes signés, il y en a deux qui marchent et qui permettent de financer les autres. J'ai un peu de mal à y croire, quoi. Voilà, c'est des choses auxquelles je crois difficilement. Et donc voilà, on a là, si je prends voilà, cette note-là, où on parle sur, là, vous avez l'artiste et vous avez un peu l'explication, donc le directeur artistique qui signe, qui va apporter son expertise artistique et commerciale, ainsi que son soutien financier pour accompagner dans son processus créatif les équipes de création, les équipes qui aident à la création, développement de l'identité visuelle, la relation presse, les études internationales dédiées les équipes internationales dédiées aux études contribuent à amplifier la popularité de l'artiste hors de ses frontières de départ et en élargissant la communauté de ses fans. Tout ça, c'est magnifique. J'en ai la larme à l'œil, la distribution globale, le synchro, enfin voilà. C'est un petit peu ce que j'ai noté, voilà, l'ancien système qui est un peu remis au goût du jour. Je ne dis pas que le boulot n'est pas fait, mais il ne faut pas oublier que signer sur une maison de disques, sur une major, ça peut être contraignant, surtout aujourd'hui, ce sont des contrats à 360. Donc, qui veut dire 360, ça veut dire que la maison de disques prend l'ensemble des revenus, pas seulement de la vente de disques, mais des concerts, du merchandising, des droits à l'image, de l'association du branding à des marques. Voilà, donc c'est un poids, c'est quelque chose de très important. Et donc, les maisons de disques, aujourd'hui, signent ça. Donc là, en fait, quand je vois ça, je vois bien, ouais, je vois ça peut-être pour Drake, ouais, je vois ça pour certains artistes, mais pas sûr qu'Eminem ait confié 100% de son gâteau à une maison de disques et s'en occupe pas. Drake non plus, je pense pas. Je dirais un petit peu tous les artistes aujourd'hui qui percent ont démarré tout seuls et ont bien souvent gardé le copywriting, les droits. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses, puisque ce sont des gens qui sont aguerris, on va dire, ce que je vous recommande d'être. Et donc, le cas aujourd'hui, là, tel qu'il est dépeint dans ce rapport de l'IFPI, voilà, je le trouve un petit peu daté, et je ne suis pas sûr que la réalité soit réellement là aujourd'hui. Voilà. Voilà, et donc on a tous les artistes dont je m'occupe ont 100% du contrôle sur leur création. Ça, c'est quelque chose dont je ne crois pas du tout, voilà, puisque tout dépend du type de contrat, et un contrat est un contrat. Et dès l'instant où on signe un contrat, on n'a pas 100% du contrôle sur sa création. Il faut arrêter de prendre les gens pour des... Vous m'avez compris. Donc, il y a tellement point d'accès à un artiste aujourd'hui pour définir la bonne stratégie, pour mettre au point la connexion la plus pertinente entre ses fans et lui. Voilà, mais aujourd'hui, vous pouvez faire appel à des experts en marketing, en communication, en promotion. Vous n'avez pas besoin d'aller sur une maison de disques. Bien souvent, en plus, les maisons de disques sous-traitent ce type de travail à des prestataires extérieurs. Donc, vous n'oubliez pas que vous pouvez, partir à la recherche
du bon promoteur radio, du bon promoteur presse, et le payer juste pour ça et garder l'ensemble de vos droits. Donc voilà, j'ai l'impression d'un peu de voir quelque chose dont on parlait il y a plus de 20 ans. Voilà, bon, nous avons intégré cette constante dans l'organisation de notre compagnie et avons constitué des équipes qui peuvent gérer la situation 7 sur 7, 24/24 à une échelle mondiale. Oui, 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 oui. Nous aimons la musique et c'est la première raison de notre présence dans ces bureaux, mais nous voulons tout savoir sur eux, ce qui les fait vibrer, d'où ils viennent, quelle est leur histoire, voilà, sur la relation avec les artistes. Bon, voilà, tout ça, au fur et à mesure de la lecture, sans un mauvais réchauffé d'un truc qui n'était pas très bon, qui en plus, je pense, n'est pas du tout la réalité. Voilà, donc là, nous mettons les artistes en contact avec les marques, avec des entreprises de technologie. Nous les aidons à créer leur propre plateforme. Ils en sont les propriétaires afin qu'ils ne dépendent de personne pour ces lancements. Ouais, j'y crois pas. Voilà, donc j'aimerais bien avoir votre avis sur la question, un petit peu. Et donc, par contre, voilà, ils disent que les artistes ont de plus en plus d'options et de choix devant eux qu'ils n'ont jamais eu, et ça, c'est vrai. Vous n'avez pas besoin d'une maison de disque pour avoir des options. Vous avez juste besoin un petit peu de comprendre et de connaître le marché et de vous y mettre comme n'importe quel professionnel attaque un marché, donc quel que soit le domaine. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que c'est plus complexe qu'avant. Voilà. Avant, vous pouviez démarrer en tant qu'indépendant, signer une distribution, une licence. Voilà, vous aviez 2 ou 3 modes de commercialisation. Aujourd'hui, vous en avez plein. Et forcément, ça complexifie l'accès au marché. Et c'est aussi un petit peu forcément le but. Il y a en plus forcément de plus en plus de sorties qu'il n'y avait avant. Donc forcément, pour ressortir du lot, c'est d'autant plus compliqué. Donc cela demande vraiment un travail. Et d'où l'utilité, donc, comme il dit, d'un label pour aider l'artiste à émerger, à se distinguer des autres. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, là, on est en train de nous vendre un peu une soupe parce que les labels doivent se refaire après 20 ans de crise. Et ces nouveaux modes de consommation pour les labels sont un peu des aubaines pour les majors, puisqu'ils se remettent à contrôler un petit peu ce vecteur de consommation de la musique, qui est les abonnements. Et les abonnements, c'est vraiment un peu une aubaine pour eux, pour vraiment contrôler l'ensemble du marché. Voilà un petit peu mon avis. Alors, ok, donc nous attaquons cette dernière partie. Donc, créer un environnement équitable pour assurer une croissance durable. Donc, les 5 éléments clés. Donc, je vais passer assez rapidement puisqu'on est un peu, je trouve, un peu dans du poncif. Voilà. On est, je trouve, vraiment un petit peu dans la Startup Nation. C'est-à-dire qu'on parle de choses. Voilà, ça fait bien. Mais voilà, ok, d'accord, mais on fait quoi là? Donc, la valeur de la musique doit être reconnue. Donc, les politiques publiques doivent reconnaître que la musique crée de la valeur, blablabla. Donc, ça, on le sait. On est tous d'accord qu'il doit y avoir des engagements, des accords faits pour protéger la musique, protéger les auteurs, les droits d'auteur. Mais bon, ce sont des choses qui sont faites depuis déjà très longtemps. Et c'est des problèmes juridiques qui dépassent forcément ma compétence, mais voilà, ok, on le sait. La réglementation du droit d'auteur doit être claire et garantir une sécurité juridique. Voilà, donc ça fait 15 ans qu'on en parle. Et pourquoi on n'a toujours pas de solution? Donc je vous passe le truc parce que voilà, c'est un petit peu, on est un peu dans du poncif. Les ayants droit doivent être libres de décider qui peut accéder à leur musique et comment. Ok, la musique doit faire l'objet d'accords justes. Ok, d'accord, ok. Des outils efficaces doivent empêcher l'accès illégal aux contenus musicaux. Donc, un nombre grandissant de pays, 32, dont la majorité des États membres de l'Union européenne, prévoit des mesures de blocage des sites qui mettent à disposition des contenus enfreignant le droit d'auteur. Ok, donc, très bien, mais comment ça se fait que en fait, on en est toujours à ce
dans ce cas-là. Voilà. Et c'est l'ensemble des intermédiaires, je cite, dont les services ont pris l'habitude d'enfreindre le droit d'auteur, des hébergeurs aux fournisseurs d'accès, moteurs de recherche, prestataires de paiement, publicitaires, créateurs de domaines qui devraient agir comme des acteurs économiques diligents. Voilà. Ok, voilà donc le rapport de l'IFPI qui, au final, est intéressant sur des chiffres, intéressant sur beaucoup de choses, mais malgré tout, je trouve, montre encore une prépondérance donc, de la vision des majors et ne parle pas du disque tel qu'il est réellement. On a un rapport qui un peu se congratule de réussite, de maisons de disques qui veulent défendre des artistes, qui pensent artistes, qui vivent artistes, mais en aucun cas on a une vision globale du marché et on n'a pas ce qui aurait été intéressant dedans, c'est de savoir aussi la part de chaque major, parce que maintenant elles sont faciles à dénombrer, elles sont 3 sur l'ensemble. Et donc cela nous aurait permis d'avoir quelque chose de plus, si je reprends d'un peu plus global, voilà, parce que c'est un Global Music Report, mais non, c'est un petit peu un état des lieux des majors et pas un état des lieux de la musique enregistrée dont il s'agit ici. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage, et je trouve ça d'autant plus dommage que l'idée n'est pas bien entendu, de dire que les maisons de disques ne font rien, mais la réalité montre que les maisons de disques n'ont plus leur place prépondérante, malgré le fait qu'elles essayent toujours de garder une part forcément du marché qu'elles dominaient, avec les sociétés de streaming. Et donc, on a un rapport qui est pour moi un peu qui se congratule de choses qui, au final, ne sont pas la vision globale de ce qu'est le marché de la musique. Donc voilà, je voulais faire un point à la base rapide, mais forcément, il est un peu long, parce qu'il y a quand même pas mal de contenu sur ce rapport. Je vais essayer de continuer de trouver des informations et des rapports qui font état un peu plus réaliste de la part de la musique, la part des majors dans le disque, de la part de la musique, on va dire, indépendante, comment ça se passe. Et donc, je vous tiens au courant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas, n'hésitez pas à me dire un petit peu votre vision de la chose. Je vais vous mettre le lien pour aller le télécharger, ce document, pour que vous puissiez vous faire vous-même votre avis. Et voilà, moi, en conclusion, l'avis, c'est que c'est quelque chose de vu que par le petit bout d'une seule lorgnette, et que on nous vend un petit peu un état de fait, un peu un état de droit, un état de travail, un état de voilà comment ça se passe dans le disque, c'est les labels, c'est les maisons de disques, oui, mais j'ai un peu du mal à y croire. Et comme je vous le dis, en y discutant un petit peu à droite à gauche, en voyant un petit peu autour de moi et en discutant aussi donc avec des gens de la SACEM, la réalité c'est que la part des indépendants est de plus en plus importante, et les maisons de disques peuvent être un petit peu perdues sur certaines activités, certains secteurs, certaines musiques. Et voilà, donc j'attends vos commentaires, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt, ciao.